Petit chablis, Voilà. On en a pris et un un café. T'as pris un double et moi un tout à l'heure. Tu vois, je vais déjà oublier, tu vois. Mais moi je vais prendre un Mais j'en café prends tellement quand des même. cafés que j'oublie. Alors je vais vous redemander un double, moi, s'il vous plaît. C'est une ville très, c'est une ville UMP, enfin c'est une Oui, ville. je crois pas si bien dire. J'avais un maire UDF, j'avais un maire UDF qui était ravi de ma présence parce que j'ai empêché les cités d'exploser, quoi, les cités de Caïra, parce que la maison des jeunes faisait un peu la médiation entre les jeunes rappeurs et le... C'était ma mission. Ouais. J'ai fait venir mon fils avec son groupe là depuis Paris. Venez, je vous transporte, je vous loge, mais il n'y aura pas de cachet parce que j'ai pas le droit. Je suis là Ce pour groupe dont il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, parce que peu de gens savent qu'il s'agit de Mafia Tressé. Voilà. Ça, j'en ai parlé à des copains depuis que tu m'as dit ça. Il y en a qui connaissent? Bien sûr, ça, alors... les amis de ma génération, mais évidemment quand même. Dans les années 90, pas les tout jeunes, mais disons les gens qui ont la trentaine et qui écoutaient du rap quand ils avaient 15-20 ans connaissent un peu ça. Non, parce qu'ils ont frôlé le disque d'or au premier album quand même. Et ils avaient un article dans le Monde des débats parce qu'ils avaient inauguré un genre qui s'appelait le rap théâtral. C'est un rap avec un sketch, par exemple. C'était des longs morceaux. Il y avait l'huissier, c'était mon fils, c'est le seul blanc du groupe, alors ça loupait pas, c'était lui qui jouait l'huissier, Maître Kobayashi. Maître Kobayashi, voilà. Oui, je me rappelle très bien. C'est une des chansons dont je me souviens. Moi qui pourfends la musique métrique binaire et les boîtes à rythme, moi j'ai produit Jams et leur groupe à la maison des jeunes. Monsieur Kobayashi, j'en ai marre de ces jeunes cons sous dope à Vachi. Et puis il ajoute: à mon grand regret, les immigrés se la coulent douce dans ce pays et notre vraie France croule malgré un coup de pouce de Maigret. Ça, je me souviens. Oui, voilà, je sais, parce que c'est le rôle de ce maître Kobayashi. Dis donc, mais je vais le dire à mon fils, ça va lui faire plaisir. Je veux dire, j'ai rencontré un ami qui m'a cité des passages de votre album. C'était plus narratif que ce qu'il faisait. Et puis théâtre, parce que chaque MC, était dans son rôle. Ah ben un rôle de théâtre, sans devoir forcément le porter sur soi. Voilà. Et Diams parfois jouait un rôle. Elle joue le rôle d'une bourgeoise d'ailleurs. Elle n'était pas connue à l'époque, mais elle avait déjà sa niaque, on la reconnaissait. Oui, c'était même mieux à l'époque, je trouve. Mais bon, voilà, c'est un autre problème. C'est mieux placé que moi pour juger. Moi, je la trouvais très sympa, très dynamique. Le monde est un petit. Togolais, un Camerounais. Oui, mais il y a une chanson dans laquelle elle est déclassée socialement, je ne sais pas pour quelle raison, puis elle doit déménager en banlieue alors qu'elle était au centre, et elle n'arrive pas du tout à s'intégrer. Elle essaye d'acheter du shit à tout le monde dès que le temps est un peu bronzé. Voilà, Monsieur Kobayashi, j'en ai marre tous ces idiots avachis. Parfois ils se payent en shit et disent on n'a pas le choix. À mon grand regret, les immigrés se la coulent douce dans ce pays et notre vraie France coule malgré un coup de pouce de Maigret. De Rousseau à Lénine. Si j'étais un homme qui écrit, j'aurais fait une opus magnum avec ce titre-là. Oui. En passant par Rimbaud, par Wagner, Nietzsche, c'est intéressant cette séquence. C'est un jouisseur, Rousseau. Ah bon? Par rapport à Robespierre, bien sûr. Et tu lis les Confessions, c'est un mec qui n'arrête pas de rechercher la jouissance, Rousseau. La scène avec les deux nanas. Les cerises, là. Oui, Madame de Graffenried et Madame de je sais pas quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est... Je défie toute la littérature libertine de déchaîner une libido comme dans ces quelques pages. Mais on est plus dans le bucolique que dans le libertin avec cette scène. Encore, c'est contradictoire d'abord. C'est pas l'un n'exclut pas l'autre, oui. Moi, si on va à la campagne, c'est pour se taper les filles. Allez, bucolique, c'est pas la vraie campagne, c'est pas la campagne de la misère et de la famine. Il n'y a pas cette gaillardi. C'est la campagne de Virgile, les bucoliques. C'est un titre à Virgile, attention, il y a des nanas. Mais bucolique veut pas forcément dire chaste, mais ça reste sage. C'est un corset dans lequel on lance des cerises depuis l'arbre. Oui. Cerise d'amour. Madame de Graffenried et Madame de Galant ou de Galet. De Galet. Oui, c'est un de mes passages préférés. Très juste, mais c'est prodigieux parce que je veux dire. Qui arrive à cheval. Et ça revient tout le temps chez lui. De quoi jouissait à l'île Saint-Pierre. Là, c'est pas le plan cul, là, c'est plutôt le précieux farniente, comme il dit, c'est un Corse qui vous parle. Quand il dit que je devinerai à deviner à tous les hommes de ce siècle sur la jouissance. À chaque fois, il sait bien qu'il est à contre-pied de ce qu'on appelle jouissance. Ouais, ou bien dans sa barque avec les lapins. Voilà. Je veux dire, il y a quelque part, c'est un mec. C'est pour ça que je fais tout un parallèle Bouscard-Rousseau. Les deux ont exactement le même positionnement par rapport à l'intelligentsia de leur époque. Le Huron qui surgit tout d'un coup avec son accent. Mais c'est une jouissance, je dirais presque épicurienne dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire une jouissance qui reste austère quand même. Parce que, contrairement à certains de ses contemporains, parmi les encyclopédistes par exemple, qui, pour eux, la jouissance, c'est la jouissance aristocratique, c'est l'orgie, c'est l'excès de vin, de viande. Lui, pas du tout.
C'est une jouissance à soyons l'antique. post-freudiens. Ouais. Tu sais bien que c'est ce que tu appelles jouissance, comment tu as dit, puritaine, une jouissance, comment tu as dit? Moi je disais épicurienne parce que Voilà. contrairement à ce qu'on dit, l'épicurisme c'est une jouissance de la mesure. Hein, c'est une Oui, jouissance mais de- il y a un autre mot qui jouissance qui est relié un peu à la pénurie presque. Oui, tout à fait. Bah oui, l'ataraxie. Attends, mais on sait bien chez Freud que tout ça, c'est la libido sublimée, c'est la sexualité sublimée. C'est ce que Rousseau démontre à chaque instant. Quand il est enfin dans la jouissance, alors là, au sens sexuel, avec l'italienne, je ne sais pas si tu vois dans les confessions, à Venise. La prostituée. Oui. Giulietta. Oui, mais ça se passe pas très Ça bien. ne ouais, s'invente voilà. pas, Giulietta. Mais ça passe. Pourquoi ça ne se passe pas très bien? Parce C'est celle qui lui conseille de retourner faire de la comptabilité. Oui, non, laisse tomber les femmes. Sur son fond de parano, il lui reste le fait que dès qu'une fille, dès que ça marche bien sexuellement, érotiquement, il y a Madame de Larnage et cette prostituée italienne. Je prends des exemples où vraiment, visiblement, c'était le bon plan cul. Oui. Et il exprime, il y a des pages où il exprime sa reconnaissance envers ces deux femmes qui sont très touchantes sur la peine de Rousseau. Mais à chaque fois, il a le soupçon que si elles sont comme ça sympas avec lui, c'est qu'elles ont un vice, un défaut, un téton en moins, ou tu ne te rappelles pas, une maladie vénérienne. C'est extraordinaire comme fantasme, tu vois, c'est le dernier châtiment immanent qui s'impose. Sauf pour Madame de Valence, il lui trouve pas ce genre de... Là, c'est maman, c'est sacré, c'est fabuleux. Mais c'est peut-être là qu'il a été le plus sensuel, là où il y a le moins de sensualité. C'est compliqué, c'est moderne. Je tiens à te le dire, parce que j'y tiens, s'il fallait rester qu'une chose de notre entretien, ce serait celui-là. Et je suis content de parler à un Suisse, que je dois à Rousseau, et que je dois à Nerval. Nerval se balade dans Angélique, il se débrouille pour avoir un prétexte pour arriver chez lui, dans le Valois, près de la tombe de Rousseau. Il y a toujours une raison d'y arriver, même si on est parti de Francfort. Et voilà qu'il arrive à Chalice, 3 km de la tombe de Rousseau, l'abbaye de Chalice. Il n'y a rien, c'est marqué en gros sur la carte Michelin aujourd'hui, il n'y a rien, il y a une abbaye, il y a un château où Henri IV a abrité ses amours avec Gabriel d'Estrée, c'est important pour comprendre ce que je veux dire. Et il y a une extraordinaire chapelle en gothique finissant, c'est assez délirante. Voilà, il n'y a pas d'agglomération, et c'est écrit en gros, c'est magnifique. Et alors, ça fait partie du même dispositif qu'Hermenonville, tout ça. Il y a même un buste de Rousseau par Houdon au château de Chalice. Et Nerval dit ceci. Le fils du garde, qui nous faisait visiter le domaine, nous dit « Voici la tour de la belle Gabrielle. » Gabrielle d'Estrée. Voici la tour de la belle Gabrielle. Tous les soirs, Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre, et le roi, qui était jaloux, a fini par le faire mourir. C'est joli comme montage. Et Nerval, comme nous, comme toi, comme moi, commence par rigoler sur l'ignorance du brave paysan. Quoi. Il dit comment on raconte les légendes, la voix populaire mélange à 3 siècles d'intervalle, Henri IV. Tout va bien? Tout va très bien. Vous êtes gentil, merci bien. Henri IV, Louis XV, Louis XVI, ça mélange. Et puis il cesse d'ironiser, il met un point, il va à la ligne, il dit cette légende est peut-être plus vraie qu'on ne croit. En refusant les 100 louis de Madame de Pompadour, après le devin du village, là, Madame Pompadour voulait gratifier Rousseau d'une pension. Rousseau a ruiné l'édifice fondé par Henri. Tout a croulé, son image immortelle de mort debout sur les ruines. Et il montre quoi? Qu'il y a une analogie pré-marxienne entre la plus-value, l'extorsion, l'or, l'argent, la possession et la jouissance de la favorite de Gabriel. Gabriel, ce n'est que le symbole de siècles d'extorsion de plus-value. Voilà ce que Nerval montre dans cette anecdote. C'est extraordinaire, il y a un triangle lacanien qui est là. Il y a Henri IV, Gabriel, donc la possession, l'usufruit, la jouissance, on en parlait. La jouissance, la quintessence de la jouissance, l'usufruit, et Rousseau, le challenger qui vient de pincer la guitare. J'adore le montage populaire. Rousseau, il est en Casanova, l'échelle de soie, un peu spadassin. Et le roi qui était jaloux a fini par le faire mourir. C'est extraordinaire. Voilà comment se forment les légendes. Et cette légende est peut-être plus vraie qu'on ne croit. J'adore le commentaire de Nerval qui finit par donner raison au mythe. Qui a trouvé une justification. Que quelque part le poème populaire est profond. Et comment l'histoire se transforme en mythe, mais quelque part, c'est Lévi-Straussien, ça devient une vérité à une seconde échelle. C'est vrai, quelque part, que de quoi jouit le roi, de la plus-value qu'il nous a extorquée. Et donc on peut le challenger. Après tout, Gabriel nous appartient aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aime beaucoup la Suisse parce qu'on revient toujours à Rousseau. Et en plus au lac de Bienne, c'est-à-dire, quand j'avais 17 ans, ma première grande balade en stop, quand j'ai pu voyager librement par rapport à mes parents, ça a été d'aller au lac de Bienne.
Je venais d'Afrique, comme mon Tiens, exotine. c'est marrant, c'est pas connu. Mon pour exotine, être, c'est le sapin, un c'est centre pas le palmier. touristique. Bah, Oui, non, oui, mais je sais oui. bien, mais je veux dire, bon, voilà, j'ai été frustré un peu de ces paysages-là, que je connaissais livresquement. Donc je pouvais trotter sur les routes, je suis allé, et j'ai pris le bateau à la Neuveville, Ouais, un quart d'heure, et on aborde, à l'époque on pouvait, dans l'île, il y avait un petit débarcadère, avant Erlach, un petit débarcadère, et je m'aperçois qu'à la Neuveville, on est en pleine francophonie, et Erlach, on est en germanophonie. Voilà, Donc, on est au. Mais il se trouve que cette 5e promenade qui inaugure la fusion des genres, la modernité littéraire, la phrase longue, la phrase pré-proustienne, pré-flaubertienne, Oui. pré-chateaubrianesque, le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, quelle oreille, qui frappait sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi et suffisait de me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. On n'avait jamais vu des phrases comme ça, jamais. Autant il est mauvais écrivain au début, le cours des sciences et les arts, c'est empoulé, il y a des hauts, des A, des grandes antithèses. Autant là, c'est devenu fluide, c'est devenu la magie moderne, quoi. La prose poétique, ça y est, elle apparaît. Jusqu'à Proust, on ne va jamais, on va creuser ce sillon-là, quoi. Je veux dire, jusqu'à Gracq, je dis Proust, Gracq, et au-delà. Donc, Tu voulais dire que Nabokov. cette fusion-là correspondait à une fusion linguistique sur ce Il est le trajet premier. entre la Neuville et Erlach. Oui, mais bon, ça c'est une interprétation a posteriori. C'est je fais exprès, c'est je fais exprès. un hasard qui tombe bien. c'est un hasard qui est tombé, mais Voilà. y a-t-il un hasard? Je finis par Ah. me douter. Je risque la parano exprès. Bon, mais quand même, le fait que ce soit... Coïncidence, non? Et je vais être sérieux maintenant. À la limite, au sens géographique, entre les Lumières françaises et la nuit romantique allemande, Ah oui. Bon, là, il s'agit plus de parce langue que les que de romantiques territoire. allemands, hein, œuvre voilà. emblématique, les hymnes de la nuit de Novalis, c'est pas les Lumières. Hein. D'accord, c'est l'intuition, c'est l'enthousiasme, c'est le rêve, c'est l'onirique, c'est la nuit, quoi. C'est Tristan, le grand deuxième acte, la nuit, quoi. Puisse le jour ne jamais revenir. C'est très Rousseau, naturel. c'est cette synthèse. C'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas devenu psychotique. C'est pas Hölderlin. J'admire le fait que malgré sa tentation paranoïaque, disons, corrigée par ce qu'on a dit tout à l'heure, assez justifiée par la réalité en partie, je veux dire, il n'empêche qu'il a sauvé son psychisme, alors qu'il avait tout pour devenir un Van Gogh, un Hölderlin, un Nietzsche, un Nerval. C'est vrai, ouais, c'est vrai que ça aurait pu C'est le tout à premier fait, qui inaugure cette fusion. Oui, oui. Et il s'en sort. Je suis fasciné par cette maîtrise, quelque part. Il Oui, y a mais- encore un équilibre possible à cette époque, parce qu'à mon avis, la valeur première, c'est la valeur bonheur encore à l'époque. Le bonheur n'était donc pas une idée neuve en Europe, comme disait Saint-Just. Qu'est-ce qui fait qu'un Rousseau s'en sort et qu'un Nietzsche ne s'en sort pas Je par crois rapport à que je vais te répondre très, ça va te sembler peut-être réducteur et marxiste, mais c'est parce que Rousseau reste léniniste quelque part, il sait que c'est le collectif qui est décisif. C'est le, Donc c'est le il se- seul il se mec qui replie écrit pas, la il est- Nouvelle Héloïse et le contrat social, Ouais, c'est la vrai. 5e promenade et les 1000. C'est le seul. Les C'est-à-dire autres que- auront le choix qui après, ou bien refuse t'es d'être- Zola, t'es un progressiste, tu fais une lecture, ou bien tu es dans l'évasion, Mais dans alors, c'est en l'onirique, cela- c'est ou justement bien en tu cela es dans que- Huysmans, tu vois, je veux dire, tu vas opposer les naturalistes Voilà. aux symbolistes. Mais Rousseau, c'est alors en cela qu'il n'est pas romantique et c'est en cela que lui survit alors Bien. alors que Nerval, par exemple, Bien. parce qu'il n'est Tout à pas fait. dans la déploration de soi, parce que Tout le à collectif prime. Tout à fait, et je vais même te donner raison, c'est pour ça que Nerval revient rôder à la tombe de Rousseau, parce qu'il sait qu'il y a une solution que leur génération, les Musset et tout, les Ouais. enfants du siècle, ça leur a échappé cette solution à la Rousseau. Oui, parce Ils que sont eux sont mortifères déjà à enchantés côté. parce Mais que c'est oui. par la Révolution. Mais oui. Ouais, voilà. Mais oui, par dérision, Musset se faisait appeler le prince café. Voilà, quoi. Ça n'existe Oh là, mais pas, la un coup poésie comme de ça, Musset, elle est un peu sous-évaluée. Peut-être c'est drôle de voir quand on fait un bilan de l'époque, souvent Musset est considéré comme un romantique un peu sucré et tout, alors que quand on lit son théâtre, c'est beaucoup Ça, plus c'est la faute sombre, de c'est Rimbaud, presque que j'aime gothique. beaucoup, Ouais. hein. Mais je Rimbaud comprends est pas ce au-dessus de jugement. tout ça, mais La Rimbaud a eu couper tort les de dire lèvres, que Musset était 14 fois exécrable parce qu'il était élégiaque, et Baudelaire dit tous les élégiaques sont des canailles. Il souffre un peu de ça, Musset, ce côté, le poète langoureux. Alors que, comme tu dis très bien, c'est le meilleur analyste de la postmodernité. C'est le premier, Confession d'un enfant Ah, du j'avais pas siècle, dit ça, c'est mais c'est je veux bien par- l'analyse de ce que nous sommes. Mais grâce à Mes cheveux gris, je peux te dire que quand j'avais 13 ans, c'était un auteur aussi important que Hugo. D'accord, oui. Maintenant, plus personne ne parle de Musset, il a raison d'ailleurs. Moi, quand même, enfin, moi qui ai fait des études de littérature, ce Musset, j'en entends parler tout le temps. Parce que Oui, c'est mais le pas programme, forcément sous peut-être, son je sais meilleur, pas, il y avait le romantisme au programme ou un truc comme ça, mais je veux dire, personne connaît Musset, dans les jeunes de ta génération. Qui lit Musset? C'est pas aussi fleur bleue qu'on nous le présente, parce que non, c'est ça c'est qui cruel. m'étonne. Et je dirais même C'est que- presque c'est presque gothique, hein, Parce même que nous parfois. avons fait c'est- référence à Hegel tout à l'heure, qui a bien étudié tout ça. Il connaît bien ses contemporains. Il s'est fait la main à Hegel quand il a cessé d'être romantique, donc il les connaît bien.
qu'est-ce qui caractérise pour lui la fin de tous les cycles esthétiques, que ce soit la fin du cycle esthétique grec, ça se termine par Aristophane. C'est l'humour et l'ironie qui terminent tous les cycles esthétiques chez Hegel. C'est intéressant. D'accord, ouais. Hein, et tout finit, non pas par des chansons, mais par le rire. Bon. Or, Musset est un des premiers du romantisme terminal, phase terminale. On rigole avec lui pour la première fois. Parfois. Non, mais chez Lamartine, Oui, on mais n'aura non, jamais mais dit ça la fait des lune comédies, comme un- voilà. la lune comme un point sur un i. Ça, c'est du Musset. Il y a un D'accord, côté ouais. fantaisiste, ironique, grinçant, le côté Heine, Oui, 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 précisément, non, c'est vrai qu'il n'y a pas avant. Oui, non, mais Lamartine, c'est plus grave. C'est plus, Mais oui, c'est plus pompeux, quoi, élégiaque. C'est Jocelyn, machin. Ouais, c'est. C'est du Jacques, Ouais, simplement. Oui, mais quand je parlais de Musset sombre, je parlais genre La Nuit de décembre ou les grands poèmes. Ça, c'est le grand c'est- romantisme. Ouais, mais, ouais, voilà. mais enfin, il y a aussi cette veine un peu conte d'Espagne et d'Italie. Il y a ce côté un peu, pas comique, mais enfin, je veux dire, un peu ironique et grinçant. de Si, il y a des Musset. situations comiques. Quand dans même, les- oui. Ouais, Oui, ouais. le côté Heine, L'organisation, voilà, ouais. qui indique la fin d'un cycle. Le romantisme allemand, ça commence par des Hölderlin, par des Novalis, par des Jean-Paul, par des étoiles de la première grandeur, ça se termine par des Mörike. Bon, les Français connaissent. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'en littérature comme en histoire, quand ça dès que ça se répète, ça devient de la farce et non plus du. Enfin, comme disait Marx. Pour moi, il y a une séquence qui va de Rousseau à Lénine. Je me réclame de cette séquence-là, en passant par Kant et Hegel, voilà, et Marx. Je me réclame de ça. Je me fais traiter de croûte-chevaux gaulien, je ne dis pas par qui, mais par des gens qui sont censés être proches de moi parce qu'il paraît que je ne suis pas assez stalinien, alors que je me suis fait traiter de stalinien toute ma vie de l'autre côté. Alors je veux dire, voilà, pourquoi? Parce que je me réclame d'une séquence qui va de Rousseau à Lénine. Pas avant, pas après. Lénine, dans son testament, dit il y en a deux qu'il faut écarter du comité central. Faites ce que vous voulez, vous délirez. Moi, je ne vous dis pas qui doit me succéder, mais il y en a deux qu'il faut éviter, c'est Staline et Trotsky. Et là, on apprend avec stupeur, quand on voit que les trotskistes n'avaient que le mot bureaucratie comme critique des staliniens. Lénine dit parce que d'abord, Trotsky est trop attaché au côté administratif des choses, c'est écrit en toutes lettres. Staline, bien sûr, trop brutal avec les camarades, donc il faut écarter les deux. Autrement dit, si on avait écouté Lénine, on écartait les deux protagonistes du futur 68. 68, tu as des gauchos qui seraient des autres de Stalo et vice-versa, quoi. Tu as Trotskar contre Staline, c'est ça, 68. Oui, mais c'est devenu des références en 68 parce qu'ils ont été des figures du pouvoir. S'ils avaient été écartés, Bien ben, sûr. ce serait on aurait sûr. parlé Tout à d'autres, fait on d'accord. aurait parlé de, je sais Tout pas, à fait de, d'accord. de Kamenev ou de, enfin, je sais pas qui. Oui, de Sinofiev et Par compagnie, exemple, ouais, et on sait autres pas ce qu'ils seraient Boukharine. devenus. Ouais. Bien sûr. Mais voilà, non, mais je regarde Lénine, l'approche différente. C'est que Trotsky ne voulait pas signer la paix de Brest-Litovsk. Dieu sait pourtant si les militaires russes ont basculé du côté des bolcheviks parce qu'on leur promettait la paix et qu'ils avaient été envoyés au Caspie dans des conditions épouvantables. Lénine, tu vois, sous Staline, il aurait été fusillé, hein, pour moins que ça. Hein. Lénine, non seulement le retourne, finit par le convaincre qu'il faut faire la paix, quitte à abandonner des parties du territoire, mais lui dit c'est toi qui vas aller la signer. C'est pas la même approche quand même que Staline. Et, pour montrer que je ne suis pas que dans la morale et les droits de l'homme, en même temps, c'est le seul qui fait le détour théorique en Suisse, quand il est en exil, etc., et qui se dit, bah, tiens, si j'en profitais, parce que j'ai toujours médité, j'ai jamais eu le temps pour lire, comment ils appellent ça, Hegel, là, il y a l'équipe, il faut que je regarde un peu de plus près, parce que jusqu'ici, j'ai fait qu'agir. Et c'est là qu'est cette lecture d'une lecture, le fameux questions dialectique, où on est stupéfait. C'est rare qu'une lecture fasse changer quelqu'un complètement. C'est un lecteur prodigieux. Parce qu'il commence avec tous ses préjugés. Ouais, Hegel, c'est pas mal, mais enfin, je veux dire, il y a Dieu, la mystique, le machin, l'idée, voilà. Et puis plus il progresse, plus c'est une lecture d'une lecture. Tu vois ses commentaires dans les marges. Excellent. Alors qu'au départ, c'est ouais, il y a Dieu qui fait une apparition dès la 3e ligne. Et puis, excellent, bravo, bim bam, et pense sur l'adversaire. Voilà, à retenir, le néocantisme est un formalisme. Il bûche, c'est dur la logique. Hein. C'est pas la phéno, il n'y a pas d'étranglement existentiel. C'est dur, hein, c'est pas la raison dans l'histoire. C'est vraiment. C'est ingrat. Moi j'admire Bernard Bourgeois de se consacrer toute sa vie à l'encyclopédie et à la logique des œuvres chiantes. Bon. Et à la fin, donc je vais tout de suite à l'essentiel, il arrive au chapitre qui s'appelle l'idée absolue. Quel programme pour un mec qui se réclame de Marx, l'idée absolue. Et il y a encadré par lui. Ce passage sur l'idée absolue est archi remarquable. 2 points. C'est le plus idéaliste et le plus matérialiste. C'est contradictoire, mais c'est un fait. Et deuxième aphorisme, il écrit aphorisme 2 points. Tous ceux qui lisent Marx depuis un demi-siècle n'ont rien compris parce qu'il faut lire toute la logique de Hegel pour comprendre la première section du Capital.
J'ai pas envie de faire une communication sur Hegel et Lénine devant un parterre d'agrégés. Je veux dire, bon, c'est intéressant en soi, mais je veux dire, ça m'apporte rien. Et ça n'apporte rien à l'humanité. Je veux dire, ça reste confiné. Les études hegéliennes ne se sont jamais si bien portées. Il y a des traductions qu'il n'y a jamais eu, hein, je suis le premier à le dire. Je ne mets pas le mépris. Mais c'est des petits colloques entre universitaires qui se font plaisir. Ça n'interpelle personne, alors que Socrate risquait sa vie en interpellant les gens dans la rue. Voilà. Et Gluskar a plus que risqué à engager sa solitude totale. Il est mort d'une solitude et d'un abandon parce qu'il aurait pu être le philosophe officiel du PC hein, s'il avait structuralisé. Oui. Mais c'est ça qui m'étonne d'ailleurs. Je remarquais, j'ai essayé sur ton conseil d'ailleurs de lire cet opus posthume Les chemins de la praxis. Il y a des trésors par-ci par-là, mais c'est compliqué. Hein. Oui. Et puis la première chose qui m'a étonné, c'est que ça fait au moins la 3e fois que je vois en préface la citation de la critique élogieuse de Sartre. Alors bon, c'est très bien que Sartre ait dit du bien. Ça, c'est les éditeurs qui essaient de dire. Voyez, non seulement, il n'y a pas que nous qui disons. Non seulement il y a un côté racoleur de toujours dire ça, et en plus que ce soit Sartre, un peu de cohérence. Je veux dire, est-ce que Gluskar attendait vraiment de recevoir des lauriers de Sartre? Est-ce qu'il devrait accorder? Bon, ça, je sais que c'est le choix de l'éditeur et pas de l'auteur. Il est revenu de Sartre. Chez le premier, on avait rendez-vous au café après son entrevue avec Sartre pour sa thèse, là, justement pour le jury, etc. Je lui ai dit, je pourrais pas y être, mais je vous ferai un truc. Bon. Et il m'a posé des questions bizarres. Hein. Il m'a dit, est-ce que l'Église est une classe sociale? Ah, putain, je suis resté comme un con. Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est bizarre comme question. Bon, c'est intéressant. Est-ce que l'Église est une classe sociale? Oui. Et deuxièmement, il disait ça avec un fou rire, Gluskar. Tous les discours, il me disait, n'allez pas croire que je suis stalinien. C'est Sartre qui va fonder Libération et la gauche prolétarienne, tu vois. Il doit justifier. Devait justifier auprès de Gluskar de passer pour un stalinien, sans doute parce qu'il devait défendre un petit peu les Guiliano, pour être sérieux. Ce que Gluskar pense de Sartre, il a dit le problème de Sartre, c'est comment être de gauche sans être communiste. C'est ça le problème, c'est tout. Quoi. Bien sûr qu'il n'était pas sartrien. Maintenant, de dire, ah bah oui, écoute, accorder quand même de l'attention à Gluskar, car Sartre on a dit. Non, je suis d'accord avec toi. Sartre, c'est l'intellectuel. C'est tout ce qu'il a combattu, c'est l'intellectuel de gauche. J'aurais voulu écrire quelque chose sur ce livre, je ne l'ai pas fait parce que j'avoue que ce livre m'est un petit peu tombé des mains. Non, mais tu es honnête, comment tomberais-tu pas j'en ai parlé à différentes personnes, et puis effectivement tout le monde me dit. Et sans qu'il y ait eu la moindre concertation, Alain de Benoît l'a recensé dans le dernier numéro. Même pas. Alors, il a une lecture beaucoup plus attentive que moi. Je la lis, elle est brève. Oui. On pouvait attendre avec une certaine impatience la publication posthume de ce texte de Michel Gluskar, le dernier rédigé avant sa mort en 2009. Impatience plutôt déçue. On s'interroge d'abord sur la nécessité de fournir des fondements ontologiques au marxisme, ici réduit arbitrairement à une simple philosophie de la praxis, une genèse du procès de production. Le texte, par ailleurs, apparaît très daté. La cible privilégiée de Gluskar est l'improbable binôme Lévi-Strauss-Heidegger, l'inquiétante restauration de l'être et l'ethnologie structuraliste. Ontique de Heidegger et invariant structural de Lévi-Strauss, même combat. Gluskar en conclut que le refus de la subjectivité a été une des raisons de l'échec du marxisme-léninisme. Il a repéré ce passage. Et c'est une citation, effectivement, ce qui laisse. Tu l'as vu dans le livre, ce passage? Je l'avais pas noté, mais je sais pas si je suis allé si loin. C'est énorme, je l'ai sorti au Delga, je suis en froid avec les Delga. S'ensuit une vaste fresque absconce où l'auteur oppose l'homme originel à l'homme naturel, l'origine de l'homme étant posée comme donation de sens selon le procès de production. Au fil des pages, on note quelques justes remarques sur le néokantisme, qui est l'idéologie du libéralisme. Tout cela s'achève sur l'idée que la dialectique est prométhéenne et que le pouvoir prométhéen de transformer l'empirique, le multiple et le divers selon une mesure universelle est la pierre philosophale du genre humain. On est loin des fulgurantes réflexions du capitalisme de la séduction, voire de néofascisme. Et ouvrage dans lesquels Gluskar c'est Soral déçu par Gluskar. Non, c'est pas, je crois pas je sais bien que Alain Benoît c'est pas Soral, mais il y a quand même le point commun, c'est que Gluskar il est bon quand il est de droite, c'est-à-dire quand il critique les gauchistes, mais quand il est marxiste, il n'oublie pas, je crois pas que ce soit ça, en l'occurrence. Non, je crois pas que ce soit ça. Ça me déçoit que ce soit le procès de production. Et alors, qu'est-ce que tu veux d'autre? L'homme, c'est une production. Il ne suffit pas de naître pour être. Ben non, voilà. Je ne veux pas faire engager le truc avec de Benoît, mais ça ne m'étonne pas, si tu veux, sans commentaire. C'est bien qu'il le recense. Oui, parce que le Jean Progrès, il était superbement ignoré, et par les réacs et par les révolutionnaires, Gluskar. Donc il y a un progrès. Bien sûr, Et là, il y a ruse de la raison, que le fait que Soral en vende. Oui, on pourrait dire que c'est une ruse d'achat. Non, mais carrément, c'est les réactionnaires qui font la pub à Gluskar, qui se servent de lui à contresens. Mais pourquoi pas?
Je veux dire, quelque part, ça tombe... Moi, je fais confiance à la longue à l'homme. Il y a des lecteurs qui doivent bien s'apercevoir... Le texte, c'est le en texte. Contact avec le texte, voilà. Donc, bien sûr. Voilà, quelque part, que mais c'est pas tout à fait ce qu'on m'avait dit. Moi, j'aimais bien, dans le bouquin de Negroni sur Kluskar, c'est cet épisode où ils vont manger les deux avec... je sais plus si c'était un jeune, je sais plus au si c'était foyer, au foyer. Et puis que ce jeune est complètement choqué par le langage, le langage très racialisé comme ça, mais pas méchant, mais racialisé. Ouais. Et si on allait, qu'est-ce qu'il va dire? Attends, c'est terrible. Oui, il parlait d'un restaurant, d'un étranger. C'est pire, c'est les ratons ou les voilà, si on allait péter chez les ratons. Voilà, ratons. D'ailleurs, l'expression a un peu disparu, je pense, parce que elle n'est pas C'est familière. pas loin des ratonnades, en plus historiquement. Ah oui, en plus c'était lié à ça. Ah oui, c'est moche. Alors lui, je le connais, Michel, ça surgissait comme ça. Si on allait péter chez les ratons, tu vois. Et François, admirable comme passage, disant, mais ça, c'est la parenté par plaisanterie, comme on dit en ethnologie. C'est les pauvres, entre eux, ils se parlent comme ça. Étoile Rital à l'usine. Mais oui, bien sûr. C'est pas, étoile Polac, c'est bougnoul pour un Allemand, pour un Polonais. On va au resto ensemble, un petit resto populaire. Et je lui dis, tu bois qu'un quart de rouge? Ben moi aussi, je dis, donc on prend une demi. Il me dit, il hésite un peu, une demi de gruge. Vaut mieux qu'on prenne chacun un quart. Bon. Moi, je me dis, après tout, il connaît mieux que moi, c'est la France populaire, moi je connais pas. Est-ce qu'il y a un millimètre de plus dans l'autre? Je ne vois pas comment. Enfin, bref, il doit connaître. J'ai mis des années à comprendre. En fait, il avait peur de moi, que je le gruge. Parce que ce fils de la coloniale que je suis, dans son inconscient... Que tu boives plus ben, que ce qu'il y a dans le pichet. Tu as compris que j'ai liquidé les 2 tiers, il n'a pas encore commencé à boire, que moi j'ai liquidé déjà les 2 tiers du pichet. Oh là là. Et il m'a fait apercevoir... par après coup comme ça, plein de trucs, de réflexes qu'on a qui sont intégrés, quoi. Ils font partie de ta constellation d'origine. Moi, je sépare bien l'homme public et l'homme privé, qui viennent de ces déterminations-là, c'est clair. Hein. Moi, j'aime bien dans le livre de François, qui est remarquable, hein, parce que c'est pas une biographie de Kluskar. C'est une partie de la biographie de François à partir du moment où on rencontre Kluskar. Ouais, c'est à la fois une biographie, c'est à la fois un carnet mondain, c'est à la fois un récit d'anecdotes qui concerne davantage l'auteur que le sujet. C'est clair. Il y a quand même quelques démonstrations philosophiques, c'est un genre. Alors là, la fusion des genres, on y est. Avec beaucoup de subtilité. Hein. Moi, j'ai envie la plume de François. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression, parce que par exemple, il parle beaucoup de ses aventures amoureuses et sexuelles à lui. Et on a l'impression que en autodérision, tu as remarqué la mexicaine. Oui, mais on a l'impression que par humilité, parce que ça pourrait être un petit peu embarrassant de consacrer un livre à ça, on se cache derrière, je dis pas le prétexte, mais disant, voilà, on va faire un livre de souvenirs sur Kluskar, et puis en douce, on va raconter 2-3 petites histoires. Voilà. Moi, j'aimais bien dans le bouquin l'anecdote quand Georges Marchais débarque je crois que c'était Marchais. Bastia. Voilà, pour faire campagne, il va sur les marchés, et puis qu'un poissonnier lui offre un exemplaire de Lettres et le Code accompagné d'un hareng. Regarde les Philippe Solers, les mecs de cette époque-là. Il faut baiser, il faut arrêter d'être romantique, idéaliste. Les mecs, les libertins, les post-sadiens. Bon, dans leur rêve à tous, c'est d'avoir une aventure sentimentale en Irlande avec une journaliste de France Culture. Point. Ah oui. C'est l'accomplissement érotique, c'est ça. Sinon, ils s'emmerdent. Parce que sinon, tu vas pas taillard, hein, je veux dire, si c'est le plan cul. Ce qui est obscène pour moi dans les films X, j'en parle un peu comme connaisseur, parce qu'avec Negroni, on a eu un plan à une époque, il y a eu Belfond, l'éditeur qui a disparu maintenant, qui était un gros éditeur. Même toi, tu dois te rappeler de Belfond, c'était le nom, un gros éditeur, voilà. Même ta génération, je veux dire, qui avait proposé à François, dont la plume avait une réputation, 400 000 francs à l'époque, il n'y avait pas encore l'euro d'avaloir, ce qui est beaucoup, maintenant il n'y a plus aucun directeur financier qui t'accorde ça, pour faire un bouquin sur pour prendre un concept à François, sur la sexpatriation. Le tourisme sexuel en Thaïlande. Ce qu'il a fait au sujet de Pattaya. Voilà, mais c'était avant Pattaya. Pattaya est un avatar de ça. C'est drôle d'ailleurs. C'est un chef-d'œuvre, je trouve. Subtil. Passons. Mais donc, c'est ça le projet. Et François, comme tous les libertins, est un mec hyper sérieux. C'est-à-dire qu'il a bûché énormément. Quand il a fait son bouquin sur le rayonnement intellectuel, il allait même voir des interviews de Sartre dans Playboy, lui dans des trucs assez rares. Il dit oui, il analyse des parce que là, il se lâche dans Playboy, il se lâche, il dit des trucs et dit nulle part ailleurs. Bref. Donc il avait bûché, il s'est aperçu que les produits qu'on vend en Thaïlande, pour les touristes de passage, c'est toujours les 2 tiers, c'est les produits pour couple. Il dit, c'est pas en couple que tu vas taper la fille de 14 ans, c'est pas quand t'es avec ta femme et tout ça, je veux dire, c'est pas... Donc, la pédophilie, le truc, la sexpatriation honteuse, c'est vient de ceux qui sont à demeure. C'est la Croix-Rouge, c'est les organisations humanitaires. Oui, il y a fait une enquête. ONG, oui, mais c'est vrai, c'est vérifié. Moi, je l'ai vu en Afrique. Quand on devait faire ce film, on nous a donné plein de cassettes de films X. VHS, à l'époque, c'était ignoble. Il n'y a même pas le large éventail du choix qu'il y a maintenant, où il y a des trucs correctement faits.
Mais c'était abominable. Et surtout, la principale obscénité, c'est pas ce que les hommes et les femmes font, ça fait 10 000 ans qu'on sait ce qu'ils font. Voilà. C'est obscène de le montrer, c'est pas obscène de le faire. Non, bien sûr. Bon. Obscène, ce qui était littéralement, obscène, vraiment au sens moral cette fois, non pas au sens visuel, ce qui est devant la scène, là, ce qui est montré, ce qui est le plus obscène, le plus injustifiable dans ces films, c'est les 3 S, sex, sand, son. C'est qu'on fait comprendre aux travailleurs immigrés qui est en train de se branler devant le film X, tu n'y arriveras jamais, il faut du pognon pour avoir une fille comme ça, il faut le verre de champagne comme dans les clips des rappeurs. Ah d'accord. T'as 3 blondes dans le lit avec un maxi de champagne. En fait, c'est l'élément glamour du porno, donc un élément de classe. Voilà. Et la confirmation de Gluskar, ça veut dire que ce détail va se trouver dans le décor, de la possession, au sens matériel et financier, c'est quand même l'éros. Quand Solers dit il faut, il est justement dans cette politisation de la pratique sexuelle que... Il veut te dissuader, toi et moi, d'avoir la jouissance pour se garder pour lui, tu comprends? La vraie jouissance qui comprend le sentiment, le truc, la modernité, le romantisme. La psyché, en termes de Gluskardien. La psyché. La praxis produit la psyché, c'est ça, Gluskar. Se réclamer de la psyché, donc réhabiliter un certain romantisme, et c'est là où l'usage actuel de Nietzsche fait fausse route, à mon avis. Hein, parce qu'il y a une critique aussi nietzschéenne du romantisme. Hein, mais le vrai Nietzsche, pour moi, celui des textes, est un romantique jusqu'à la couenne, un romantique chrétien. Personne n'a été autant que Nietzsche, romantique chrétien. Il faudrait vraiment lire l'extraordinaire Nargelas, l'écrit posthume de 1888. On est à quelques semaines de l'effondrement, où il vient d'étendre pour la première fois la musique de Parsifal, l'œuvre la plus au bénite, vu de l'extérieur. Hein. Quand il a vu que le texte, en parlant bien et mal, ce texte célèbre, il dit mais quoi, c'est des gâteux, le mec, il est bien, il y a Rome, là, c'est fini, Wagner, il n'en peut plus, là. Siegfried, à la rigueur, il tapait sur la table, il crée de nouvelles valeurs, mais lui, là, l'idiot, tu lui frappes une joue, il tend l'autre, là, le Perceval, là, ça va pas. Bon. Et il n'avait pas entendu une mesure de la partition. Il a vu que le texte, c'est pas triste, le texte, ça, c'est un morceau de pathologie entre l'idiot Dostoïevski, bref. Et tout d'un coup, il entend la musique, il dit là, Wagner remue des cordes qui sont les miennes et que je ne veux pas voir. Il y a une grandeur de Nietzsche, une profondeur de Nietzsche quelque part, et qui essaye d'échapper au regard du crucifié, comme faut parler comme Kundry dans Parsifal. Un usage frauduleux de Nietzsche par qui date de Heidegger, essentiellement, hein, je veux dire, donc qui est plutôt récent. Hein. Nous détourne d'un Nietzsche tragique, souffrant, que j'aime beaucoup, celui qui dit je suis fatigué de tous les poètes, ils troublent leurs eaux afin qu'elles semblent profondes. Ce Nietzsche-là, qui n'est pas le Nietzsche esthétisant, au contraire, on vient de voir d'après la phrase qu'il tenait la lucidité quand même. Et quelque part, ça compte dans ce que je suis en train de dire. Nous avons droit, c'est pour réhabiliter un certain romantisme qui n'est pas le romantisme, bien sûr, qui n'est pas le romantisme français, en gros, hein, qui était... La France est tellement marquée par le grand siècle que son romantisme, comme a très bien vu Rimbaud, est étranglé par la forme vieille. Lamartine est plus proche de Racine dans l'expression quelque part dans l'Alexandrin que Rimbaud, je vais un autre. Les romantiques allemands sont bien plus modernes. En 1801, je pense à Hölderlin, pas que la génération des romantiques français 30 ans après. Hein. Il y a un décalage intéressant là, c'est intéressant. Hein, parce que les Hölderlin, Jean-Paul écrit ses romans en 1795, à l'époque où Mozart est encore vivant. Alors qu'en France, le romantisme, officiellement, académiquement, commence avec la publication des méditations poétiques de Lamartine en 1821. Donc c'est intéressant ce décalage. Hein. Je ferme ma parenthèse, mais ça explique aussi beaucoup de choses. On peut dire, par exemple, tu trouves toute la théorie des consciences de Baudelaire chez Tieck, chez Wackenroder, à chaque fleur un son, à chaque son une couleur. Tu trouves déjà ça chez les romantiques allemands. C'est très précis, hein, mon parallèle. Hein. La modernité que Baudelaire est censé inaugurer, à juste titre, je veux dire, elle est exprimée pour la première fois dans l'explosion du romantisme nordique anglo-allemand. Hein. Il n'est pas bête, Nietzsche. Il voit bien que Wagner a un côté qui n'est pas allemand, un côté universel, un côté protéiforme, un côté... il est beaucoup moins allemand que Brahms, qui a mis beaucoup de temps à voyager hors des frontières d'Allemagne. Brahms est célèbre que depuis François Sagan. Hein. Chez les mélomanes, je veux dire... Ça franchissait pas les frontières. Mais Nietzsche lui-même ne se trouve pas très allemand lui-même, donc. Non, c'est un hommage à Wagner. C'est un hommage. C'est un hommage, en même temps un coup de griffe pour dire tu te prends pour l'incarnation de la germanité, mon pauvre vieux, c'est à Paris que tu as trouvé ta manière. Bon, c'est pas mal. Et puis tu as épousé Cosima,
Cosima qui offre à Nietzsche, à Noël, quel étrange cadeau de Noël, les essais de Montaigne. La grande culture des moralistes français, ça vient du couple Wagner. Tu sais que Wagner a été pris avec de la poudre sur les mains, sur les barricades. C'est juste. 37 ans d'exil. Oui, il a été. En fait, on l'a trouvé avec des explosifs, quelque chose. Oui, s'il n'y avait pas eu le beau-père, Liszt, le providentiel, avec son entre-gens dans toute l'Europe, je veux dire, qui lui a fait un faux passeport et qu'il était fusillé. Ah, mais il avait une image Il de était terroriste. avec sa grande gueule. Ah, c'était un barricadier, quoi. Il déjeunait avec Bakounine à l'époque. Ah oui. Et il s'est même d'ailleurs, je crois, il s'est brouillé avec Gobineau, qui était son ami, le jour où Gobineau a commencé à dire du mal de Bakounine. Il a dit non, là, c'est pas acceptable. Donc c'est pas l'image qu'on a. On voit l'ambivalence dans Wagner, comme c'est un personnage complexe, quoi. Par certains côtés plus marxiste que lui, tu meurs, par certains côtés, quoi, tu vois. Et en même temps, il est hyper réac. Ça va pas avec le truc extrême droite, il est très bizarre, Wagner. Il cumule. Comme tu dis, de l'anard jusqu'au royaliste. Murat Bakounine a fini en pleurant, en baisant les mains du tsar, mais quand même. Il avait un bon rythme, Nietzsche, l'hiver, l'été, la Haute-Engadine, et l'hiver, Turin, Nice, Gênes. Et alors, j'y pense comme Corse, son rêve quand il était à Nice, c'était d'aller en Corse. Il a dit cette phrase magnifique, je sens, et mon génie est dans mes narines, qu'entre Nice et la Corse, il n'y est jamais arrivé. C'était déjà compliqué d'y aller en Corse, hein. déjà à l'époque. Oui. Hein. Mais il écrit à Peter Gast et il dit on ira à Corté. Parce que d'après mes calculs, il fontaine, c'est là que Napoléon a été conçu. Ça le fascine, ça. Il n'y a pas que Hegel, fasciné par le grand homme. On ira raconter, c'est là que Napoléon a été conçu. Bref. Il y a une fascination pour l'Europe latine, le Grand Midi. Bien sûr. Non, mais on passe d'un côté d'une exaltation de la germanité sur laquelle il revient parce qu'il ne peut pas s'y incorporer lui-même et puis qui finit par. Enfin, qui aime bien châtie bien, c'est pas non plus, il n'est pas tombé dans le masochisme. Il aime bien se réclamer d'ascendance polonaise ou hongroise. Ouais. Mais ensuite, à la fin, il y a ce rêve du Grand Midi. Déjà, l'expression est très évocatrice. C'est pour renchérir là-dessus. Il dit, j'ai pas fini ma phrase, entre Nice et la Corse, je sens que commence la sphère africaine. Il va même au-delà. Et il a très bien vu. Quand il est en Corse, tu peux le monde méditerranéen. Tu es allé faire un tour. Oui, je suis allé en passant par Nice, en il y a des chapelles, des voûtes où on dirait la mosquée. Ça sent le monde maghrébin, ça sent le monde arabe, ça sent l'Orient déjà. Et en même temps, il y a notre drapeau. Et en même temps, il y a les tours génoises. Enfin, il y a un mélange. C'est le rivage des Sirtes. C'est la limite entre un monde où ça s'agite, c'est le monde des déserts de l'autre côté là, et puis ici où c'est la chrétienté, mais c'est un peu limite, quoi. C'est un peu ça, hein, la Corse. Mais ma mère est née à Hanoï, ma soeur est née à Hanoï, moi je suis né à Hanoï, mon frère est le seul sudiste né à Niatrang. Même itinéraire un peu que Vergès. Oui. Ça, c'est la misère corse, fuyant à la fois la misère de la Corse avant le tourisme, de la vendetta, des filles en cloque et maintenant d'intérêt à tailler ailleurs. Il y a tout ça qui fait que l'expatriation dans l'Empire colonial a été une providence pour la misère corse, comme comme les Basques sont allés élever des moutons au Chili et les Irlandais faire un peu de mafia à Brooklyn. Hein. Et les Corses, ils avaient tout trouvé, c'était Bamako, Hanoï, Dakar et partout dans l'Empire colonial, tu vois, dans chaque village de Corse, t'as un retraité qui est dans le sable avec sa canne et qui raconte ses campagnes coloniales. C'est de loin l'expatriation la plus répandue dans l'Empire colonial. Et les Africains le savent, hein. Quand je suis arrivé au Niger, ils m'ont dit « Ah, vous êtes Corse ?» Et quand j'ai fait connaître la Corse à Glouskar, il l'a plus quitté. Il y revenait chaque année, à la fin c'était de mai à novembre. Hein. C'est un pays de cocagne. Il faut dire qu'il était tombé sur René, restaurateur qui veillait jalousement à ce que son pépé, comme il l'appelait, et sa bouteille, et son riz au crabe, et tout ça, il était bien soigné. Et il était, c'était touchant, adopté par les pêcheurs de Calvi. Ouais. Ah, t'es revenu, Michel, tu es là, voilà, ça lui plaisait quelque part.